Cauchemar versus Terreur nocturne par Amélie Audecroft, Alison Bellil et Jennifer Boucher. Sachez que cette vidéo est un travail étudiant qui a été réalisé dans le cadre du cours Neurosciences 2 et qui ne constitue pas de conseils médicaux ni professionnels. Toute utilisation de contenu protégé par un droit d'auteur a été autorisée et toutes les personnes concernées consentent à une diffusion publique de la vidéo. Mise en situation. Maxime, 1 an et demi, se réveille brusquement quelques heures après s'être endormi. Ses parents l'entendent crier et se précipitent dans sa chambre. Ils voient alors leur fils assis dans son lit, les yeux grands ouverts et le regard terrifié. Maxime respire fort et est tendu. Il essaie de sortir du lit et est effrayé. Les parents de Maxime tentent de le réconforter, mais ce dernier ne semble pas réceptif. Finalement, après quelques minutes, Maxime se rendort. À son réveil, il n'a aucun souvenir de l'événement. Malheureusement, cet épisode n'est pas isolé et se répète occasionnellement lors de nuits suivantes. Ses parents sont inquiets et se questionnent. S'agit-il de simples cauchemars ou y a-t-il une autre explication? Plan de la présentation. Cycle du sommeil, cauchemar, terreur nocturne, comparaison et finalement des conseils pour les parents. Commençons d'abord avec les cycles du sommeil. Une nuit comprend en moyenne 4 à 6 cycles d'environ 90 minutes. Chacun de ces cycles est divisé en 4 stades différents, soit l'endormissement, le sommeil lent léger, le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal. Portons un regard sur l'endormissement. C'est un état de demi-conscience où la respiration et la fréquence cardiaque ralentissent et où l'activité musculaire est encore présente. Dans ce stade, le moindre bruit peut nous réveiller et l'on aura l'impression de ne pas avoir dormi. Petit fait amusant, avez-vous déjà eu l'impression de tomber en dormant? Eh bien, c'est dans cette période que ça se produit. Passons au sommeil lent léger. Lors de ce stade, le tonus musculaire se réduit, mais on est encore capable de se retourner dans notre lit. De plus, les mouvements oculaires ralentissent. Il est encore facile de réveiller le dormeur, un bruit ou une lumière suffisent, mais il va se rappeler avoir dormi. Ensuite, vient le sommeil lent profond. Celui-ci prend une plus grande place dans le cycle en début de nuit. Lors de cette phase, les muscles sont complètement relâchés et il n'y a aucun mouvement oculaire visible. Cela a pour incidence de récupérer de la fatigue physique accumulée durant la journée. De plus, contrairement aux autres stades, il est très difficile ici de réveiller le dormeur. Finalement, on retrouve le sommeil paradoxal. Il prend une plus grande place en fin de nuit. Ce stade montre des signes d'éveil tels que l'augmentation de la fréquence cardiaque et de la respiration et des mouvements rapides des yeux, ainsi que des signes de sommeil profond tels que le corps qui reste mou. C'est à cause de ces signes contradictoires qu'il a appelé stade de sommeil paradoxal. C'est dans ce stade que l'on retrouve les rêves les plus définis et que l'on se souvient le mieux. Mais qu'est-ce qu'une parasomnie? C'est un trouble observé pendant le sommeil. Elles sont plus fréquentes chez les enfants et sont classées selon le stade de sommeil où elles se produisent. Dans les parasomnies du sommeil lent, on retrouve le somnambulisme, les terreurs nocturnes et les éveils confusionnels. Les parasomnies du sommeil paradoxal présentent les cauchemars, les troubles du comportement en sommeil paradoxal et la paralysie du sommeil. Nous poursuivrons en parlant de 2 parasomnies spécifiques, soit les cauchemars et les terreurs nocturnes. Les cauchemars sont des périodes prolongées de rêves anxiogènes, provoquant de la peur et d'autres émotions désagréables. Ils semblent réalistes et présentent généralement des thèmes négatifs tels que l'échappement, la fuite et l'affrontement de situations dangereuses. De plus, ceux-ci peuvent se produire après un événement traumatique, en se traduisant alors par la reconstitution de l'expérience vécue. Les femmes décrivent généralement des thèmes comme le harcèlement sexuel, la disparition ou la mort de proches. Les hommes, quant à eux, décrivent des thèmes de violence physique ou encore de guerre et de terreur. Les cauchemars surviennent la plupart du temps lors du sommeil paradoxal. Lorsque la personne se réveille, celle-ci a souvenir du cauchemar et peut le décrire de façon détaillée. Parfois, la personne ne se réveillera pas suite au cauchemar, elle s'en souviendra alors plus tard. En général, la fin des cauchemars se traduit par le réveil et le retour à un état de vigilance. La personne peut toutefois présenter des émotions déplaisantes comme l'anxiété, la peur, la tristesse après l'éveil, et celles-ci peuvent persister, empêchant la personne de se rendormir ou amenant une détresse durant la journée. La prévalence augmente de 10 à 13 ans, autant pour les femmes que les hommes, et également de 20 à 29 ans, seulement chez la femme, pour un ratio de 2 pour 1.
Ensuite, la prévalence des cauchemars diminue avec l'âge pour les deux sexes, tout en gardant ce ratio de 2:1. Les cauchemars apparaissent dès l'âge de 3 à 6 ans, mais sont plus intenses et fréquents à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Ils sont plus fréquents chez les enfants qui subissent des facteurs de stress psychosocial aigus ou chroniques comme la pauvreté et la violence dans l'environnement. Les cauchemars peuvent créer une activation neurovégétative légère avec transpiration, c'est-à-dire une mise en action des structures nerveuses qui contrôlent les grandes fonctions involontaires du corps humain. Ils peuvent également augmenter le rythme cardiaque et la fréquence respiratoire. Les cauchemars fréquents peuvent créer chez la personne de la souffrance subjective importante plutôt qu'une problématique sociale ou professionnelle. Également, la personne peut ressentir de la somnolence intense durant la journée, un manque de concentration, une déprime, de l'anxiété ou de l'irritabilité. Les cauchemars fréquents chez l'enfant peuvent apporter une détresse importante pour celui-ci ou les parents. Les terreurs nocturnes, tout comme le somnambulisme, font partie des troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal. La plupart des individus présentent à la fois les terreurs nocturnes ainsi que le somnambulisme à des moments différents, ce qui explique pourquoi ils sont réunis dans le DSM-5. En effet, selon une étude portant sur ces deux parasomnies, le 1/3 des enfants présentant des terreurs nocturnes plus jeunes auraient développé du somnambulisme plus tard durant leur enfance. Ces troubles se caractérisent par des périodes répétées de réveil incomplets. Pour qu'il s'agisse d'un trouble, les épisodes doivent causer une détresse importante ou une altération du fonctionnement de l'individu. De plus, il peut y avoir la présence d'un isolement social ou de difficultés professionnelles. Mais comment les reconnaître? Les personnes qui expérimentent les terreurs nocturnes se réveillent de manière brutale, souvent en criant ou en pleurant, et sont terrifiées. Lors de chaque période de terreur nocturne, l'individu vit une peur intense ainsi qu'une activation de son système nerveux autonome. Il est possible d'observer une dilatation de la pupille, de la tachycardie, de la polypnée et de la transpiration. Il est difficile, voire impossible, de réconforter ou de réveiller la personne vivant la terreur nocturne. Les réveils répétés peuvent durer 1 à 10 minutes, mais peuvent aussi se prolonger jusqu'à 1 heure. Il aura habituellement les yeux ouverts, une anxiété importante et aura souvent envie de s'enfuir. Chez les adultes ou les enfants plus âgés, il peut y avoir des souvenirs plus détaillés de l'épisode et ils peuvent se remémorer des images terrifiantes. Les jeunes enfants, eux, ont habituellement une amnésie complète ou un bref sentiment de crainte. Les terreurs peuvent survenir une seule fois dans la nuit ou elles peuvent se manifester plusieurs fois. Il est très rare que se produisent de tels épisodes lors de siestes. La prévalence sur la population générale demeure inconnue. Toutefois, la prévalence des épisodes de terreur nocturne est de 36,9% pour les enfants de 18 mois, 19,7% à 30 mois et 2,2% chez les adultes. De plus, les terreurs nocturnes occurrent plus fréquemment à l'enfance et ont tendance à diminuer avec l'âge. Chez les enfants, ils sont plus fréquents chez les filles et chez les adultes, c'est autant fréquent pour les hommes que les femmes. Pour ce qui est des facteurs de risque, il y a les facteurs environnementaux qui comprennent l'utilisation de sédatifs, la privation de sommeil, les perturbations du cycle veille-sommeil, la fatigue, le stress physique ou émotionnel, et la fièvre et la privation de sommeil augmentent à eux deux considérablement le trouble de l'éveil en sommeil non paradoxal. Les facteurs génétiques et physiologiques, eux, sont souvent liés à des antécédents familiaux de terreur nocturne et de somnambulisme. La prévalence du trouble est d'ailleurs multipliée par 10 quand il s'agit d'un lien de premier degré. En effet, il y aura une plus grande prédisposition génétique si au moins un des parents présente l'une des parasomnies ou les deux. Selon une étude effectuée auprès d'enfants ayant des terreurs nocturnes et ou du somnambulisme, il y aurait une autre cause possible à ces parasomnies, soit la présence du trouble de sommeil lié à la respiration chez les parents. Pour ce qui est de la comorbidité, les terreurs nocturnes peuvent être associées à la dépression ainsi qu'à l'anxiété. Comparons maintenant les deux. Les cauchemars laissent des souvenirs vifs qui ressemblent à des histoires, alors que les terreurs nocturnes, eux, ne laissent aucun souvenir ou seulement quelques images fragmentées ne pouvant former une histoire. Les cauchemars surviennent durant le sommeil paradoxal, alors que les terreurs nocturnes surviennent dans un sommeil non paradoxal. Les cauchemars peuvent créer une augmentation du rythme cardiaque et de la respiration avant l'éveil, alors que ce sera à l'éveil pour les terreurs nocturnes. De plus, il y aura un réveil complet suite à un cauchemar, alors que seulement un réveil partiel sera noté pour les terreurs nocturnes et l'entourage aura de la difficulté à réveiller la personne.
Il y a différents conseils qu'il est possible de donner aux parents lorsque les terreurs nocturnes ou les cauchemars sont très présents chez leur enfant. Tout d'abord, pour les cauchemars, lorsque l'enfant est plus jeune, il est pertinent d'essayer de le rassurer. Toutefois, lorsque l'enfant vieillit, on tentera davantage de lui enseigner des stratégies d'adaptation. On peut aussi donner un objet réconfortant à l'enfant ou laisser une faible lumière pour qu'il se sente en sécurité. On peut enseigner des techniques de relaxation ou demander à l'enfant de réinventer son cauchemar pour lui donner une fin heureuse. Ensuite, pour les terreurs nocturnes, il est important d'éviter la privation de sommeil, les horaires irréguliers de sommeil et les environnements de sommeil bruyants. De plus, garder la chambre propre et dégagée peut permettre de s'assurer qu'il n'y ait pas de risque de blessure. Les parents doivent rester calmes, ne pas essayer de réveiller l'enfant et essayer qu'il reste en sécurité dans son lit. C'est aussi une bonne idée d'informer la personne en charge lorsqu'ils sont absents pour la nuit. Pour ce qui est des traitements, il est possible que le médecin prescrive de la médication dans les cas sévères. Retour sur l'histoire de Maxime. Eh bien, selon vous, de quoi Maxime souffre-t-il? Eh oui, vous l'aurez deviné, c'est de terreur nocturne. Merci pour votre écoute.